Bokassa renversé, il est en France depuis quelques minutes. Nucléaire, des fissures dans les centrales françaises, pas de danger, affirme André Giraud. André Bergeron à Matignon, la 5e semaine de congé, c'est pour bientôt. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il n'y a plus d'empire centrafricain, il n'y a plus d'empereur, il n'y a plus de Bokassa Ier. Le dictateur de Bangui a été limogé cette nuit. C'est en Libye qu'il a appris sa déchéance et c'est donc là que, provisoirement, il trouvait refuge aux côtés d'un autre tyran exilé, Idi Amin Dada. Je dis trouver refuge car à l'instant, je viens d'apprendre que l'avion du président Bokassa tenterait d'atterrir en France, tenterait car les choses ne sont pas faciles. Le gouvernement français aurait donné des ordres pour que sa caravelle n'atterrisse ni à Orly ni à Roissy et il semble que son avion se dirige maintenant vers la base militaire d'Évreux. Donc visiblement, vous le voyez, le gouvernement français ne souhaite pas avoir la présence de l'ancien dictateur centrafricain. Et c'est l'ancien président de la République centrafricaine, chassé il y a 13 ans par Bokassa, qui est redevenu d'ailleurs depuis peu son conseiller privé, qui l'a renversé cette nuit. Il s'appelle David Dacko, il a 49 ans et il connaît lui déjà le chemin d'Élysée. En effet, voici le président David Dacko en janvier 1965 à sa sortie de l'Élysée, après des entretiens avec le général de Gaulle. Derrière M. Dacko, on reconnaît M. Foccart, alors conseiller à l'Élysée. M. Dacko confiait ses préoccupations de l'époque aux journalistes. Monsieur le Président, quel a été l'objet de vos entretiens avec le général de Gaulle? Il n'y avait pas de problème puisque tous les problèmes ont été réglés à l'échelon ministériel, mais nous avons eu une discussion d'ordre général sur la politique franco-centrafricaine, politique africaine et politique internationale, puis c'est tout. Vous ne lui avez pas parlé de vos 14 ans inquiétudes? après, M. Dacko est à nouveau au pouvoir. Il avait été le premier président de la République centrafricaine après l'indépendance en 1960. C'est en raison de sa politique économique et notamment des mesures d'austérité impopulaires prises pour assainir l'économie du pays qu'il avait été renversé par le colonel Bokassa. Après quelques années de prison et d'exil, M. Dacko était revenu en grâce auprès de Bokassa. Depuis 3 ans, il était le conseiller et notamment financier de l'ex-empereur Bokassa. Entre-temps, j'apprends à l'instant que l'ex-président Bokassa a atterri il y a 10 minutes de cela à la base militaire d'Évreux. Il semble qu'il tente de rejoindre son épouse, l'ex-impératrice Catherine, qui ne se trouve pas très loin d'ici, à Mantes-la-Jolie. Voilà donc maintenant pour le président Dacko qui a derrière lui une carrière politique plutôt sinueuse. Et je pense qu'il faudrait maintenant s'attacher au pas de celui qui l'a renversé sans effusion de sang, Jean Bedel Bokassa. Alors plus qu'un long discours, je crois bien que cette séquence illustre bien la personnalité de l'ex-empereur. Nous sommes en plein Conseil des ministres. Dans le cadre de notre système de travail normal, nous éprouvons aujourd'hui la joie de recevoir ici, dans cette modeste salle de Conseil des ministres de la Cour de Berengo, nos amis de l'Union soviétique. Je crois que je vais vraisemblablement recevoir ici 2 petits présents, ce qui permettra à l'antenne 2 d'apprécier nos rapports avec nos amis de l'Union soviétique, de la France, de tous les pays du monde. Notre principe ici est un principe de zo kwezo, zo aekezo, ce qui signifie l'homme reste l'homme et l'homme est l'équivalent de l'homme. Au nom de notre équipe, nous voudrions vous présenter un petit cadeau. Merci.
Merci beaucoup. Et c'est le jeu national purement. Très bien. Et nous avons chez nous, à notre pays, un petit village de Pali. Très bien. Pali. Merci beaucoup. C'est le tout à fait national. Merci beaucoup. Mille merci. Autre séquence choc qui restera, je crois, dans l'œil et la mémoire de tous les téléspectateurs d'Antenne 2, le couronnement fastueux et napoléonien de l'ancien sous-officier de l'armée française. Le 4 décembre 1977, journée universellement historique. Journée qui verra se dérouler un événement sans précédent dans les annales de l'Afrique centrale, à savoir le couronnement de Sa Majesté Bokassa Ier, empereur de Centrafrique. Il était déjà maréchal, secrétaire général du Parti unique, il était président à vie. Ce 4 décembre 1977, Jean Bedel Bokassa devient Bokassa Ier, ultime péripétie d'une carrière politique fort mouvementée. Peut-être même faut-il remonter à son enfance pour comprendre cet homme qui allait faire sourire le monde entier avant d'horrifier l'Afrique. Le futur empereur était devenu orphelin à 6 ans, après que son père ait été bastonné à mort et que sa mère se fût suicidée. Très vite, à l'âge de 18 ans, il choisit la carrière militaire et s'engage dans l'armée française. La Seconde Guerre mondiale, l'Indochine, allait lui permettre de glaner de nombreuses décorations et d'en sortir en 1962 avec le grade de capitaine. Dans la nuit du 31 décembre 1965, il passe à l'action, il renverse son cousin David Dacko, celui-là même qu'il a renversé hier soir. Dès lors, Jean Bedel Bokassa allait multiplier les contacts avec la France, son pays d'adoption disait-il, avec le général de Gaulle en particulier, qu'il appelait papa. Mais c'est aussi à cette époque que sa mégalomanie allait se révéler au grand jour avec une série d'incidents sanglants. Ce sont d'abord les bastonnades de juillet 72. Le maréchal président conduit lui-même un détachement de soldats armés de matraques pour corriger les voleurs détenus dans cette prison. Bilan 3 morts et 42 blessés. On cesse alors de sourire. Jean Bedel Bokassa devient peu à peu l'un des dictateurs les plus tyranniques et les plus sanglants du continent africain. Mais il faudra attendre avril dernier pour mesurer l'ampleur de sa cruauté. Parmi ses enfants, qui chantent le nom de leur empereur, il allait y en avoir une centaine d'assassinés pour avoir refusé de porter l'uniforme. Une commission d'enquête composée d'Africains allait confirmer les faits. Cette pratique systématique de la torture était décriée dans le monde entier et en 1977, lorsque Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel l'avaient rencontré, il lui avait posé la question de ces bastonnades et de ces oreilles coupées dans l'Empire centrafricain. Écoutez plutôt la réponse de l'empereur, aujourd'hui déchu. Et le cas des oreilles coupées, il n'y a eu qu'un seul cas, parce qu'il s'agissait d'une bande de voleurs. Ils étaient 47. Ils étaient organisés, ils étaient armés, ils avaient dévalisé les Centrafricains de plein jour, les Centrafricains et les étrangers de plein jour. C'est pour cette raison qu'en une seule fois, j'ai donné cette leçon. Mais après, j'ai retiré les mesures. Ça n'existe plus maintenant. Ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. Et ça ne se fera plus. Ça ne se fera plus du tout. C'est un engagement que l'empereur prend. C'est un engagement que j'ai pris et puis un engagement qui est écrit. Il y a une ordonnance qui le dit. Et pas seulement parce qu'il y a le couronnement dans quelques temps. Non, du tout, non. Je vous dis, cette affaire d'oreille coupée s'est manifestée le jour où il y a eu des problèmes qui étaient posés. Les bastonnades, c'est la même chose. Et c'était accompagné de... C'était un cas. C'est-à-dire, le même jour, il y a eu... Ces mêmes qui ont eu les oreilles coupées ont été d'abord bastonnés, ça c'est sûr, avant d'avoir les oreilles coupées. Oui, on a vu ce qui en était donc quelques mois après avec le massacre de plus d'une centaine d'écoliers et d'adolescents. Dès midi, David Dacko lançait un appel à la nation centrafricaine. Notre pays s'effondre, dit-il, le régime de Bokassa s'est décomposé. Il vous suçait comme une sangsue. En un mot, il n'y a plus d'État, a conclu le nouveau président. Réaction de Paris, l'envoi aux premières heures de la matinée de 2 compagnies françaises, tout d'abord stationnées au Tchad, puis une 3e au Gabon, pour éviter tout risque de trouble à Bangui. Envoi qu'a regretté Ange Patassé, ancien Premier ministre de Bokassa. Il a même exigé le retrait des troupes françaises. Mais pour Robert Gallet, le ministre de la Coopération, il ne s'agit que d'une aide toute provisoire au nouveau régime que soutient la France. Nous avions donc toutes les raisons, compte tenu de sa personnalité, compte tenu du fait que le président Dacko avait été en 1960 élu régulièrement
président de la République centrafricaine au suffrage universel, qu'il avait exercé le pouvoir dans des conditions tout à fait convenables pendant 5 années, nous avions tout lieu de faire confiance à sa personnalité. Donc il vous a demandé d'envoyer des troupes, mais les craintes sont de quelle nature? Bien, ces craintes, je pense, de son côté, c'est que la garde présidentielle et la police qui étaient à la disposition de Bokassa vont se débander et que par conséquent l'armée à elle seule ne soit pas susceptible d'assurer toutes les missions de maintien de l'ordre. Je pense personnellement qu'il y a eu suffisamment de massacres et de troubles à Bangui pour que nous essayions de faire tout ce qui est en notre possible pour qu'il n'y en ait pas d'autres. Ce qu'il faut savoir pour essayer de bien comprendre la position française, c'est qu'il y a là-bas des enjeux économiques et financiers très importants, avec entre autres, vous le savez, l'exploitation des mines d'uranium de Centrafrique. L'ex-Ubangui-Chari, c'est ainsi que l'on appelait autrefois la République centrafricaine, est fondamentalement un pays sous-développé qui n'a que peu bénéficié de l'exploitation de ses matières premières. Le revenu moyen par habitant est de l'ordre de 100 francs par mois. L'agriculture fournit plus de la moitié de la valeur totale des exportations, essentiellement café, coton et tabac. La forêt, une des plus riches du monde, est quant à elle peu exploitée en raison des difficultés de transport. Restent donc les richesses minières, ce sont elles qui expliquent sans doute en grande partie l'indulgence des pays occidentaux pour le régime de Jean Bedel Bokassa. Les gisements d'uranium d'abord, découverts à Bakou dans le sud du pays, qui ne sont pas actuellement exploités, 2 raisons à cela, ils sont pauvres en teneur et situés dans une région difficilement accessible. Autre richesse, les diamants, près de 270 000 carats par an font de la République centrafricaine le 12e producteur mondial. L'empereur lui-même portait un grand intérêt à ces diamants qu'il utilisait volontiers à des fins personnelles. On estime aujourd'hui que les chiffres de production annuelle sont largement inférieurs aux quantités réellement extraites. Jean-François Kahn, la chute de Bokassa, encore un tyran de moins, étonnante année 79. Oui, vraiment, cette année 79 aura été, si j'ose dire, au tyran un peu ce que l'ouragan David a été aux Antilles. Il suffit de récapituler. D'abord, Pol Pot, ça a commencé par Pol Pot, ne l'oublions pas. Il avait massacré la moitié de sa population, on pouvait penser qu'il serait tranquille avec l'autre. Balayé. Vous me direz qu'une armée étrangère a contribué à le balayer, mais enfin, s'il y a vu quelqu'un qui avait envie de le soutenir, cette invasion n'aurait pas été possible. Ça, c'est pour le Cambodge. Le Shah d'Iran, une armée considérable, une police privée, une police politique omniprésente, des moyens financiers énormes, balayé, lui aussi. Plus de Shah d'Iran. Amin Dada, la terreur considérée comme un sport, des prisonniers qu'on donnait à manger aux crocodiles, des soutiens de l'Union soviétique aussi bien que des pays arabes. Plus d'Amin Dada. Où est-il aujourd'hui? Un fuyard, un exclu. Somoza, il possédait 1/3 de son pays, il avait une garde privée personnelle, il n'hésitait pas à bombarder sa propre capitale pour venir à bout des opposants. On pouvait penser que, au moins, lui, il était bien à sa place avec de tels moyens. Plus de Somoza, balayé à son tour. Le président Macias de Guinée équatoriale, il avait contraint à l'exil 1/3 de sa population. Il avait massacré 90% de son propre parlement. Et lui aussi, il avait des aides de certains pays. Bon, on pouvait penser que lui, au moins, il n'avait rien à craindre. Plus de Macias. Lui aussi, aujourd'hui, c'est un exilé. Et enfin, Bokassa, renversé par qui? Par un rapport moral d'Amnesty International. Les philosophes, d'une certaine manière, sont venus à bout du prince. Alors bien sûr, certains des remplaçants rivalisent d'horreur avec ceux qu'ils ont renversés, c'est le cas de l'Iran. Mais quand même, il faut dire une chose, c'est peut-être une banalité, mais il faut le répéter. Tous ces gens parce qu'ils contrôlaient tout, parce qu'il n'y avait pas de syndicats pour les embêter, parce qu'il n'y avait pas d'opposants pour les critiquer, parce qu'il n'y avait pas de presse pour contester leurs décisions, se croyaient forts, très forts. Eh bien, ils étaient très faibles, car je vous le rappelle, en 79, aucune démocratie parlementaire ne s'est écroulée. Voilà ce qu'à 8h15 nous pouvions dire sur cette affaire centrafricaine en vous rappelant l'information qui est tombée en tout début de journal, à savoir l'arrivée de l'ex-empereur Bokassa donc à Évreux et visiblement, je vous le disais, le souhait du gouvernement français de ne pas le garder trop longtemps. Deuxième gros titre, une affaire inquiétante baignée par le contexte de la sortie en France du syndrome chinois. C'est une grave accusation portée et par la CGT et par la CFDT. Je la résume. Des pièces utilisées pour la construction des centrales nucléaires présenteraient de nombreuses fissures et de graves défauts de fabrication. Jean-Claude Renaud a recueilli l'avis de l'accusateur et l'accusé, du syndicat et du ministre, et Philippe Dumez nous dit ce qu'il faut en penser.
Les centrales PWR sont en fait l'appellation de tous les réacteurs nucléaires que l'on construit actuellement en France, excepté celui de Crest-Malville. 6 réacteurs de ce type, à Fessenheim et à Bugey, fonctionnent déjà. Le réacteur proprement dit est construit sous licence américaine et il utilise de l'uranium légèrement enrichi à 3%. Une cuve en acier ordinaire recouverte d'acier inoxydable d'une épaisseur de plus de 20 cm protège le cœur où s'effectue la réaction nucléaire. Un circuit d'eau que l'on appelle primaire passe à travers le cœur du réacteur et transmet l'énergie thermique ainsi collectée à un deuxième circuit par l'intermédiaire d'un échangeur de chaleur. C'est ce deuxième circuit qui alimente en vapeur l'alternateur qui produit l'électricité. Les fissures qui ont été repérées au niveau de la cuve inquiètent beaucoup les syndicats dans la mesure où l'on prévoit la mise en route ou le fonctionnement de 28 réacteurs de ce type dès l'année prochaine. Là où les choses sont graves, c'est que jusqu'à présent, on considérait que parmi les accidents possibles, pour lesquels on prenait des mesures de sécurité, il y en avait un qui était exclu, c'était la rupture de la cuve du réacteur. Or, l'existence de ces défauts montre qu'une telle rupture est possible, et c'est, vous vous rendez compte, particulièrement grave pour les travailleurs et pour la population. Et pour ça, on n'a pas prévu de parade. Et pour ça, il n'y a pas de parade. Alors, quelles centrales sont touchées par ce problème? Écoutez, pratiquement, ce dont nous avons la certitude, c'est que toutes les nouvelles centrales, celles qui doivent être installées dans les semaines qui viennent, Dampierre, Gravelines, Tricastin, mais également toutes celles qui sont en construction pour le programme PWR, sont concernées. Et celles qui sont en fonctionnement? Alors, nous n'en sommes pas certains, mais comme elles sont construites sur le même modèle, il est possible qu'elles soient affectées par ces mêmes défauts. En tout cas, il faut le vérifier de toute urgence. Alors, vous vous adressez au ministre de l'Industrie, André Giraud, pour lui demander quoi? Nous lui demandons qu'est-ce qu'il a l'intention de décider en ce qui concerne les centrales en service, dont il faut contrôler qu'elles ne risquent pas d'avoir ce type d'accident. Pour les centrales qui doivent être mises en fonctionnement, évidemment ce qu'il a l'intention de faire, et il nous semble à nous que pour des raisons de sécurité, il n'est pas pensable que l'on mette en route des machines en quelque sorte qui sont susceptibles de provoquer des accidents, alors que par le passé ceci était exclu. C'est au niveau de la jonction entre la tuyauterie du circuit primaire et la cuve du réacteur que des fissures ont été décelées. Cette découverte a été faite lors de contrôles de ce matériel en cours de finition et avant son transfert pour une centrale. Ces fissures ne sont pas très importantes puisqu'elles font 10 mm de long et 6 mm de profondeur à un endroit où la plaque d'acier fait plus de 20 cm d'épaisseur. Tout le problème actuellement est de savoir comment ces fissures vont vieillir. Si les études montrent qu'il peut y avoir un risque d'agrandissement, il faudra arrêter tous les réacteurs en fonctionnement car le danger d'une fuite radioactive ne serait pas exclu. Pourtant, ni l'EDF, ni au gouvernement, on ne pense que ces petites fissures puissent avoir une grosse importance. Les services de sécurité fonctionnent puisque le phénomène n'est pas connu d'aujourd'hui, il est connu déjà depuis pas mal de temps. Il est observé avec toute la vigilance nécessaire. Je peux donc vous garantir que toute la vigilance nécessaire sera apportée par les services de sécurité. Donc ces fissures existent à l'heure actuelle? Il y a des défauts superficiels, comme l'a indiqué EDF. C'est un problème de métallurgie, je crois. Est-ce qu'il n'est pas étonnant, puisque le problème n'est pas nouveau, que les Français l'apprennent par la voie d'une conférence de presse syndicale? Écoutez, les syndicats ont décidé de faire une conférence de presse sur ce sujet, mais moi je n'ai pas attendu les conférences de presse pour que les services de sûreté fassent leur travail et ordonnent les inspections nécessaires. Quel type d'inspection et pour quelles centrales? Celles qui sont en fonctionnement, celles qui sont en construction? Il y a des inspections courantes et périodiques qui sont faites, non seulement sur celles où cela a été observé, mais sur toutes les centrales, pour être sûr qu'on est bien au courant de tout ce qui se passe. Et dans ces conditions, la conférence de presse d'André Giraud sur l'aide à l'industrie est passée quelque peu inaperçue. Le ministre annonçait que l'État allait multiplier les contrats de développement avec les entreprises. Il a également fait le point sur la recherche pétrolière. À titre d'exemple, la compagnie Total vient d'obtenir un permis de recherche sur le Nord et le Pas-de-Calais, l'Aisne et la Somme, recherche de gaz plutôt que d'huile. Et puis pour en terminer avec les affaires économiques, sachez que l'or a poursuivi aujourd'hui son recul. Le lingot avait perdu à Paris plus de 1300 francs. Hier, il a encore baissé de la moitié cet après-midi, moins 650 francs. Les rendez-vous sociaux de Matignon, premier invité, comme souvent à l'habitude, André Bergeron, le leader de Force ouvrière. André Bergeron qui, devant Raymond Barre, a sorti de sa poche une liste de 5 questions que nous détaille Laurence Graff. Alors, première question d'André Bergeron, la politique contractuelle.
Réponse de M. Barre, pas de blocage des salaires dans le secteur privé, maintien du pouvoir d'achat dans le secteur public. Deuxième question, les bas salaires. M. Barre confirme l'augmentation du SMIC en décembre. Il incitera le patronat à négocier sur les ressources minimales garanties par branche. Troisièmement, le temps de travail. Le gouvernement souhaite un accord sur l'aménagement du temps d'ici janvier. Il prendra bientôt des mesures pour réduire de 48 à 46 heures la durée du travail dans certaines branches. Quatrième point, la 5e semaine. Le gouvernement ne prendra pas d'orientation, mais il ne s'opposera pas à sa négociation dans les entreprises qui obtiennent de bons résultats économiques. Dernière question d'André Bergeron, l'ouverture des magasins le dimanche. Qu'aucun projet de loi n'était actuellement en cours de préparation. Et je crois pouvoir vous dire qu'aucune décision ne sera prise sans qu'il y ait, nous a-t-on dit, un accord de toutes les parties. Comme il y aura au moins une des parties qui ne sera pas d'accord, c'est-à-dire les syndicats d'employés, on peut donc espérer que cette affaire n'est pas pour demain, heureusement. Mais alors, est-ce que dans l'ensemble, pour la fin 1979 et début 80, vous pensez qu'une politique contractuelle est possible? Oui, et nous ferons tout pour l'imposer. Ça n'est jamais facile, ça n'a jamais été facile, mais je crois que de ce point de vue, encore une fois, on nous a donné des assurances pour 1980. Je parle des grands contrats qui arriveront à échéance à la fin de cette année. Vous êtes satisfait de cette rencontre? Vous savez, c'est jamais en noir et blanc. Il y a toujours des points de difficulté. Il y en a d'autres qui sont plus favorables. Sur la 5e semaine de congé, par exemple, nous avons pour la première fois obtenu de M. Raymond Barre l'assurance que le gouvernement ne s'opposerait pas à la signature d'accords instituant la 5e semaine de congé payé. Pour le reste, je vous répète ce que j'ai dit au meeting de rentrée. Je sais que ça vous intrigue. La 5e semaine, c'est pour bientôt. Pour tout le monde, naturellement. Pour Noël 80? Ne m'en demandez pas davantage, c'est pour bientôt. La semaine prochaine, un rendez-vous de Raymond Barre avec la FEN, puis la CFDT. La semaine suivante, la CGT. Le gouvernement fera le point aux alentours de la mi-octobre. Plusieurs milliers de manifestants ce matin devant le ministère du Travail pour protester contre le risque d'ouverture des magasins le dimanche. Le dimanche est sacré, disaient les banderoles. Le dimanche, c'est pour nos maris et pour nos enfants. Robert Boulin, qui a reçu une délégation syndicale, a confirmé que le gouvernement n'avait pas l'intention de déposer un projet de loi en la matière lors de la prochaine session. La mort de Marcel Lecœur, le fondateur de la Fédération des artisans du bâtiment, il avait 80 ans, c'est l'un des hommes qui, je crois, a le plus contribué à modifier le visage de l'artisanat en France au sortir de la guerre. Le grand rabbin Kaplan à l'Élysée ce matin, ce sera l'invité de notre lettre ouverte à l'an 2000, après-demain, à l'heure du déjeuner. Après l'assassinat hier de Pierre Goldman, tué par 9 balles de revolver, l'indignation est quasi générale. Le Parti Socialiste, la CFDT, le MRAP, la Ligue communiste révolutionnaire, Jean-Paul Sartre et pratiquement tous nos confrères condamnent ce crime odieux. Cet après-midi, sur les lieux mêmes où a été tué Pierre Goldman, des partis de gauche et d'extrême gauche organisaient une manifestation. Au départ de la manifestation, émotion et dignité visibles sur tous les visages. À l'appel de la Ligue communiste révolutionnaire, Alain Krivine était là, de l'Organisation communiste des travailleurs, du PSU, du Comité communiste pour l'autogestion, du collectif national 23 mars 1er mai, les manifestants, environ 2000, s'étaient réunis, place de l'abbé Georges Enoch, dans le 13e arrondissement parisien. Ils empruntaient ensuite la rue des Peupliers. Vers 19 h, quelques incidents se sont produits entre policiers et manifestants en haut du boulevard Blanqui. Il y a quelques minutes, on apprenait que des éléments incontrôlés avaient jeté des pierres sur les forces de l'ordre qui ont riposté à l'aide de gaz lacrymogène. À l'heure actuelle, le gros de la manifestation stationne toujours place d'Enfer-Rochereau. Le commissaire Marcel Leclerc, nouveau chef de la brigade criminelle, il remplace le commissaire Ottavioli qui occupait ce poste depuis 5 ans maintenant. Concorde, les invendus vont voler, c'est maintenant officiel. Les 3 Concorde qui attendaient un acheteur à Toulouse vont être alloués à Air France. L'exploitation du supersonique franco-britannique est, on le sait, déficitaire. Air France a transporté avec cet avion plus de 200 000 passagers, un taux d'occupation de 60%. Actuellement, Concorde est en France déficitaire, mais je puis vous assurer qu'Air France, que le gouvernement français font tout pour avoir une meilleure rentabilité de ligne, et il y a développement des coefficients de remplissage, et nous souhaitons qu'il y ait développement de la cadence sur certaines lignes, en particulier sur la ligne nord-atlantique.
C'est parti depuis hier. On peut vraiment considérer que le coup d'envoi de la campagne électorale américaine a été donné hier en 2 temps. D'abord, protection officielle par la police d'Edward Kennedy, protection décidée par Jimmy Carter lui-même. Et puis, parallèlement, à un tout autre niveau, les attaques contre Hamilton Jordan, le secrétaire général de la Maison-Blanche. Vous allez voir dans quelles conditions cela se passait dans les journaux télévisés de la CBS hier soir. Et c'est un sénateur démocrate, donc du même parti que Jimmy Carter, qui vient porter une accusation grave. J'ai vu les conseillers de la Maison-Blanche qui sont arrivés accompagnés de jeunes filles. Et un de ces conseillers m'a même dit que je pouvais prendre n'importe laquelle de ces filles, sauf une qui était réservée à Hamilton Jordan, le plus proche conseiller du président Carter. Ils étaient presque sortis comme sortis d'un zoo, ils parlaient de drogue et de filles, et à mon avis, la relaxation dont ils faisaient preuve venait, à mon humble avis encore une fois, de la drogue et des filles. 8 ans dans une bulle de plastique. David, c'est ce petit garçon dont nous avons souvent parlé. Il est né avec un organisme sans aucun élément de défense naturelle. Un petit rhume serait pour lui fatal. David vit donc depuis 8 ans, c'était son anniversaire aujourd'hui, chez lui, dans une bulle stérile de 3 pièces. Patrice Martin a réussi un nouveau record du monde. Ce petit garçon de 15 ans a battu aujourd'hui son propre record du monde en ski nautique au cours de la 2e journée des championnats du monde qui se déroule à Toronto, au Canada. Et puis des images maintenant de la victoire de Nantes hier à Cliftonville en Irlande. Vous le savez que les Canaries ont gagné 1-0, but marqué par Gilles Rampillon. J'ajouterai que Patrick Depailler ne courra plus dans l'écurie Ligier. Cette décision a été prise d'un commun accord et on ne connaît pas encore l'endroit où courra la saison prochaine Patrick Depailler et qui va le remplacer chez Ligier. Des nouvelles de la presse maintenant, après les suppléments dominicaux du Monde et du Figaro Dimanche, le Journal du Dimanche à son tour publie cette semaine un supplément tout en couleur, le 7e jour. Et puis, si vous êtes de ceux qui lisent La Vie ou Jour de France, sachez qu'une grève aux imprimeries Langue empêche pour l'instant la parution cette semaine de ces journaux. La météo maintenant, aujourd'hui le temps, vous avez pu le remarquer, était à la pluie, à l'exception quand même de quelques régions, notamment sur les Ardennes, les Vosges, le Jura et puis la région parisienne ce matin. Demain, eh bien, le temps sera frais sur l'ensemble du pays, il y aura même des gelées blanches dans les régions de l'intérieur. Les éclaircies seront généralement prédominantes avec cependant des averses près de la Manche. Le Mistral et la Tramontane persisteront sur les régions méditerranéennes. Avant de vous donner les rendez-vous avec l'information sur Antenne 2, je vous rappellerai cette information que je vous donnais en tout début de journal. L'ex-empereur Bokassa a atterri tout à l'heure à Évreux à 19h50 à la base militaire. Il souhaite visiblement rejoindre son épouse, l'ex-impératrice Catherine, mais le gouvernement ne souhaite pas sa présence. Il y a un petit problème diplomatique, nous avons téléphoné car on s'est aperçu en effet que l'ex-empereur possédait les 2 nationalités, la nationalité centrafricaine et la nationalité française. Donc je vous rappelle, il semble que le gouvernement ne souhaite pas beaucoup la présence de Bokassa en France. Donc c'est rendez-vous de l'information avec Antenne 2, d'abord ce soir à 22h45 Paul Amar. Demain, samedi et demi, sera présenté par Jean-Claude Mangeot. L'émission sera consacrée à l'habitat et aux villes nouvelles. Et puis à 20h, vous retrouverez à cette même place Daniel Bilalian. Je voudrais quand même terminer ce journal avec des images émouvantes et qui peuvent parfois d'ailleurs peut-être un peu prêter à sourire. Il s'agit de ce service funéraire pour Lan Lan. 16 jours après la mort du panda offert par les Chinois, les Japonais continuent de pleurer leur ours blanc de l'Himalaya. Plus de 3000 d'entre eux ont déposé aujourd'hui, devant son mémorial, des chrysanthèmes et chanté « Adieu Lan Lan », un chant composé pour la circonstance. Voilà, je vous laisse sur ces images. Passez tout de même une bonne fin de semaine. Je vous retrouverai avec plaisir lundi. Au revoir.